Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'inférence statistique en régression. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Premièrement, nous allons définir ce que c'est que l'inférence statistique en régression. Ensuite, nous allons parler de l'hypothèse de normalité des résidus et comment tester la normalité des résidus. Ensuite, nous allons parler des tests d'hypothèse sur la significativité des coefficients, à savoir le test de Student et le test de Fisher. Sous le test de Fisher, nous allons parler du test de Fisher pour tester la significativité d'un seul coefficient. Nous allons parler du test de Fisher pour tester la significativité de deux ou plusieurs coefficients. Et ensuite, nous allons parler de la significativité de toute la régression, c'est-à-dire tester tous les coefficients d'une équation de régression en même temps. Et enfin, nous allons parler du test qui carré du multiplicateur de Lagrange pour tester la significativité des coefficients également. Pour définir l'inférence en régression, nous allons dire que c'est le test d'hypothèse à propos des paramètres d'une population. Et pour le faire, nous avons tout d'abord besoin que nos estimateurs OLS soient effectivement issus d'un échantillonnage aléatoire. Donc, nos estimateurs doivent être également aléatoires. Deuxièmement, nous devons connaître la valeur attendue et les variances de nos estimateurs. Et enfin, nous devons pouvoir assumer que les résidus suivent une loi normale. Nous allons parler à présent de la normalité des erreurs, qui est une hypothèse qui complète les 5 hypothèses de Gauss-Markov que nous avons vues précédemment dans les anciennes vidéos. Il faut savoir que le thème d'erreur est normalement distribué avec une moyenne égale à 0 et une variance sigma carré. Ce qui est dit ici peut s'écrire sous cette forme-là. UI tilde normal 0 sigma carré. À partir des hypothèses précédentes, nous avons vu cette hypothèse déjà qui est l'hypothèse de zéro conditional mean ou l'hypothèse d'exogénéité, qui est la valeur attendue de UI sachant ici J est égal à 0. Et une autre hypothèse qui est l'hypothèse d'homocédacité qui dit que la variance de UI sachant ici est égale à sigma carré. La distribution de l'erreur terme des résidus doit être indépendante des variables explicatives. Ici, vous voyez une graphe qui montre un peu la distribution normale des résidus. Nous avons cette droite-là, c'est la droite de régression de la population. Et ici, nous avons des résidus qui ont une allure normale. Ici aussi. Et ici aussi, nous avons des résidus qui ont une allure normale. Donc, les résidus doivent suivre une distribution normale. L'hypothèse de normalité est raisonnable parce que le thème d'erreur est généralement la somme de plusieurs variables qui approximent la distribution normale selon le théorème central limite. C'est-à-dire que lorsque vous avez plusieurs observations, vous avez une forte chance que votre variable soit normale, suivre une loi normale.
Cette hypothèse de normalité ne tient pas du tout si la variable dépendante est non négative. Par exemple, les salaires, les prix. Si vous avez une variable dépendante discrète également, cette hypothèse de normalité ne tient pas. Et enfin, si vous avez une variable binaire, par exemple, euh, avoir l'assurance ou non, cette hypothèse ne tient pas du tout si vous avez une variable binaire. Si la distribution de votre variable n'est pas normale, vous pouvez prendre le log de votre variable pour voir si la distribution sera normale. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais le log de votre variable peut amener votre variable à être normale. Donc, si vous avez un échantillon de grande taille, vous avez une forte chance que votre variable suive une loi normale. Et la normalité peut être testée avec le test de Shapiro-Wilk. Pour tester la normalité avec le test de Shapiro-Wilk, vous devez tout d'abord établir les hypothèses. L'hypothèse nulle dit qu'il y a de normalité, H est 0, et l'hypothèse alternative dit qu'il n'y a pas de normalité, HA. Le test de la statistique de Shapiro-Wilk est W égale à la sommation de AI fois YI divisé par la sommation de YI moins Y par le tout au carré. YI est la variable indépendante et Y bar est sa moyenne. Mais avant de faire le test de Shapiro-Wilk, vous devez ordonner votre variable du plus petit au plus grand. Le AI est une constante qui est générée à partir des covariances, des variances et des moyennes d'un échantillon normalement distribué avec une taille n. Lorsque vous faites le test de Shapiro-Wilk et que vous trouvez que p-value est inférieur à 0,05, alors vous allez rejeter l'hypothèse nulle de normalité. Ici, vous avez deux courbes. Vous avez deux courbes sur lesquelles on a testé la normalité. Vous avez deux données ici. Vous avez le salaire ici et vous avez le log salaire ici. Les deux histogrammes que vous voyez ici pour le salaire et le log salaire semblent ne pas être normales. Mais pour vérifier cela, il faut prendre un test. Il faut faire le test de Shapiro-Wilk, par exemple, pour vérifier la normalité. Et après le test de Shapiro-Wilk, on trouve 0,8 pour le salaire et 0,96 pour le log salaire, avec un p-value de 0,05 et un p-value inférieur à 0,05. Donc, ce qui veut dire que les deux variables, que ce soit le salaire ou le salaire, ne sont pas normalement distribuées. Alors, rappelez-vous que, entre-temps, on avait vu les hypothèses de Gauss-Markov qui sont au nombre de 5, à savoir la linéarité dans les paramètres, l'échantillonnage aléatoire, pas de collinéarité parfaite, l'exogénéité et l'homocédasticité. Donc, les hypothèses d'un modèle linéaire classique vont prendre en compte les 5 hypothèses de Gauss-Markov plus une autre hypothèse qui est l'hypothèse de normalité. Et sous ces 6 hypothèses sous ces 6 hypothèses, nous pouvons conclure que nous pouvons dire que nos coefficients ont une distribution d'échantillons. Ça veut dire qu'ils sont aléatoirement distribués.
Ça veut dire c'est également parce qu'ils ont été estimés à partir d'un échantillon. Et si l'on change d'échantillon en échantillon, forcément, on n'aura pas les mêmes coefficients. Notre coefficient bêta G a une distribution avec une moyenne BJ et une variance de BJ. Rappelez-vous que l'expérience mathématique où la valeur attendue de bêta chapeau J est égale à bêta J. Donc, nous pouvons standardiser cela. On peut standardiser la valeur de bêta J en réécrivant notre bêta J en disant que bêta J chapeau moins bêta J sur le standard error sur une loi normale standard de moyenne 0 et de variance 1. Le coefficient moins la vraie valeur du paramètre divisé par l'erreur standard du coefficient a ou bien suit une distribution normale standard avec une moyenne égale à 0 et une variance égale à 1. Donc, le test d'hypothèse peut être utilisé pour déterminer si une déclaration à propos d'une valeur de la population, à propos d'un paramètre, de la valeur d'un paramètre de la population peut être rejetée ou pas. Donc, pour le faire, il faut établir les deux hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Pour établir l'hypothèse nulle, vous allez dire que la valeur de la population est égale à 0. Ça veut dire que le paramètre de la population n'est pas significativement différent de 0. Et par contre, l'hypothèse alternative BJ différent de 0, cela signifie que le paramètre de la population est significativement différent de 0. L'hypothèse nulle H0 est une hypothèse provisoire à propos du paramètre de la population. Et l'hypothèse alternative HA ou H1 est l'opposé de l'hypothèse nulle. Pas significative est toujours associée à l'hypothèse nulle, alors que significative est toujours associée à l'hypothèse alternative. Et le signe égal est toujours au niveau de l'hypothèse nulle. Alors, nous allons passer un peu sur comment faire le test de student. Il y a plusieurs types de tests de student. Il y a le test unilatéral et le test bilatéral. Le test unilatéral est appelé one-tailed test et le test bilatéral est appelé two-tailed test. En ce qui concerne le test bilatéral, voici comment il faut établir les deux hypothèses. H0, 2 points, BJ égale à 0. HA, 2 points, BJ différent de 0. En ce qui concerne l'hypothèse unilatérale, on en a de deux types. On a l'hypothèse unilatérale gauche et l'hypothèse unilatérale droite. Donc, le test unilatéral gauche. Pour établir les deux hypothèses, voici comment le faire. H0, 2 points, BJ supérieur ou égal à 0. Et HA, 2 points, BJ inférieur à 0. Pour établir le test unilatéral supérieur ou droit, c'est ça que nous appelons upper one-tailed test. Donc, il faut écrire H0, 2 points, BJ inférieur ou égal à 0. HA, 2 points, BJ supérieur à 0. Mais, communément, de manière générale, on a l'habitude d'utiliser le test bilatéral, c'est-à-dire two-tailed test. C'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser, mais le test unilatéral est rarement utilisé dans la statistique. Comment calculer la statistique de student? Pour calculer la statistique de student, il faut diviser le coefficient estimé par son standard error, par l'erreur standard. Et tout ceci suit la loi de student de degré de liberté n-k-1.
Lorsque n est vraiment grand, par exemple supérieur à 1000, je vais parler de la taille de l'échantillon. Lorsque elle est supérieure à 1000, la distribution de students approxime une distribution normale. Maintenant, nous allons essayer de trouver les valeurs critiques. Qu'est-ce que c'est que la valeur critique? La valeur critique montre la valeur à laquelle nous sommes indifférents entre rejeter l'hypothèse nulle ou ne pas la rejeter. Le risque que l'on prend en rejetant l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Donc ça, c'est la valeur critique. Donc la valeur critique d'un échantillon supérieur à 1000 observations est, est moins 1,96 et 1,96. Donc nous avons deux valeurs dans le cas d'un test bilatéral. La zone qui est en rouge ici est la zone de réjection de l'hypothèse nulle. Et la zone qui est en blanc est la zone de non-rejection de l'hypothèse nulle. Donc, à quel moment on peut décider de rejeter une hypothèse nulle dans le cadre d'un test bilatéral? Premièrement, il faut comparer la statistique de t calculée avec les valeurs critiques que nous connaissons déjà, qui peuvent être 5%, 10% ou bien 1%. Il faut rejeter l'hypothèse nulle si le test statistique calculé est dans la région de réjection, c'est-à-dire dans la zone rouge. Si ce n'est pas le cas, autrement, il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle. Par exemple, si il se trouve dans la zone blanche. Mais dans notre cas présent, parce que le test statistique calculé n'est pas dans la zone de réjection, il est dans la zone blanche, alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle qui dit que le coefficient n'est pas significativement différent de 0. Alors, après avoir vu comment tester les hypothèses en utilisant la statistique de T, on peut aussi tester les hypothèses en utilisant les p-values. Les p-values, en français, on peut dire la valeur P. Qu'est-ce que c'est que la valeur P? La valeur P, c'est le niveau de significativité le plus petit auquel l'hypothèse nulle est toujours rejetée. Le niveau de significativité le plus petit auquel l'hypothèse nulle est toujours rejetée. C'est cela qui est le p-valeur ou en anglais p-value. Donc, on peut utiliser la statistique de T pour calculer notre p-value. Pour le test unilatéral, le p-value est la zone à partir. Ces valeurs sont connues à l'avance. Elles peuvent être égales à 5%, égales à 10% ou égales à 1%. À partir de la statistique de T calculée jusqu'au niveau de la queue. Donc tout ceci, c'est notre p-value. Maintenant, pour le test bilatéral, nous avons ceci fois 2. Donc on a ça à droite et on devra aussi l'avoir à gauche. À quel moment on peut rejeter une hypothèse nulle dans le cas d'un test bilatéral? Premièrement, il faut comparer
p-value avec le niveau de significativité dont j'avais parlé précédemment, qui peut être 5%, 10% et 1%. Lorsque notre p-value est inférieur à alpha, alors il faut rejeter l'hypothèse nulle. Mais lorsque notre p-value est supérieur à alpha, alors il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle. Dans le cas d'espèce, parce que notre p-value est supérieur à 0,05, qui est notre niveau de significativité retenu ici, alors nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle. Par conséquent, on pourra dire que le coefficient n'est pas significativement différent de 0.